Donc je me présente. Je suis Jean-Marie Pouget, je suis conseiller d'entreprise de la Chambre de Charente-Maritime. Je m'occupe de l'appui à la filière équine, en particulier, mais aussi d'installation, et notamment j'appuie les gens qui ont des projets pour la filière. Première chose, la filière, c'est une multiplicité de filières. On dit toujours la filière équine, mais entre les courses de plat, les courses de trot, ou entre les chevaux lourds pour la viande, ou les chevaux lourds pour l'attelage, ou tous les élevages de sport. Et puis après, il y a les centres équestres, et les centres équestres qui sont très importants, qui travaillent différemment de petits centres équestres ruraux. Voilà. Donc la filière équine, c'est vraiment beaucoup de filières, et même certaines qui se croisent pas. Par exemple, entre la course et le saut d'obstacle, et même des fois avec le concours complet. Alors quelquefois les cavaliers de concours complet viennent faire un peu de saut d'obstacle, mais les cavaliers de dressage, par exemple, les cavaliers de saut d'obstacle peuvent ne jamais les croiser. Donc on dit toujours la filière équine, mais c'est une multiplicité de filières. Et elle a quand même une caractéristique, quelque chose qu'on voit partout. On voit le cheval partout. Alors ce sont des chevaux différents, des chevaux partout bien sûr, mais par contre la passion elle est partout. Ça c'est le vrai moteur de la filière, c'est vraiment la passion pour le cheval. Alors autant souvent on voit des entreprises qui fonctionnent mal, mais on dit la filière est increvable parce qu'elle est portée par cette passion. S'il y en a qui vont peiner ou qui vont même tomber dans la filière, il y aura toujours beaucoup de gens qui vont arriver parce que la passion de l'homme pour le cheval, il y a un vrai lien social depuis des milliers d'années qui va nous porter. Ce qu'on remarque aussi dans la filière en général, ce sont des niveaux de compétences très variables. Il y a plein de très bons professionnels, mais par contre, on a aussi des professionnels qui sont très moyens, qui fonctionnent pas toujours très bien, qui sont peu formés. Alors souvent, ils sont tout le monde très formés sur le cheval proprement dit, mais formés en termes de gestion, en termes de chef d'entreprise, en termes de technicité sur l'alimentation, sur la gestion de prairie, comme on l'a vu. Voilà. La filière, les niveaux de compétences sur les différents besoins sont très variés. Un point, bien sûr, quand on parle de projet et d'entreprise, parce que une création d'entreprise, d'installation, c'est une entreprise, il faut de la clientèle, et la clientèle, il se trouve que dans notre filière, elle est essentiellement féminine. Alors, ça dépend quel type d'entreprise. Pour l'élevage, c'est un peu tout le monde, mais notamment pour les centres équestres, c'est plus de 80% de filles et de jeunes filles, de moins de 15 ans même, pour ceux qui font l'enseignement. Donc ça, c'est une caractéristique qu'on retrouve dans très peu de filières. Je dirais, voilà, plus on se rapproche de l'enseignement et des jeunes enseignements, galop 1, 2, 3, 4, 5, là, il y a beaucoup plus de filles. Après, quand on monte plus en compétition, il y a le pourcentage se rattrape encore, mais globalement, les filles sont particulièrement présentes dans notre filière. Une caractéristique aussi qu'il faut vraiment prendre en compte si on a un projet, c'est que notre clientèle, elle est de moins en moins nombreuse. Il se trouve qu'on remarque ça depuis 2010, surtout depuis 2012. Eh bien, le niveau de vie baisse en France. Le repère, c'est le panier de la ménagère. Le panier de la ménagère, en France, il baisse. Ce qui fait que dans une filière qui coûte, monter à cheval, ça coûte quand même assez cher. On est 3e sport au niveau national, mais quand même si on est nombreux, c'est quand même un sport qui coûte cher. Et donc, on perd la clientèle régulièrement. Le Covid nous a un peu aidé, parce que comme on était un sport extérieur, on a eu, pendant 1 ou 2 ans, des gens qui sont venus, notamment ça nous a permis de rattraper un peu notre taux de garçons dans les années Covid. Mais là, maintenant, depuis 2-3 ans, on recommence à perdre de la clientèle. Donc, c'est quand même une donnée très importante à prendre en compte. On n'est pas un secteur en développement pour ce qui est, en tout cas, pension et enseignement. Les courses, le problème n'a rien à voir, bien sûr. Et l'élevage, le problème est très différent aussi. Mais ça impacte aussi l'élevage. Ensuite, pour la clientèle, on a des préoccupations de plus en plus ludiques. Dans les années 70-80, les gens étaient très techniques, le cheval, monter
voilà. Mais aujourd'hui, comme la clientèle est quand même, une grande partie de la clientèle est assez jeune, hein, et moins de 15 ans, et même beaucoup de gens rentrent dans l'enseignement de poney à 8, 9 et même quelquefois avant, eh bien, les jeunes, ils ont envie de s'amuser, etc. D'accord voilà. Faire attention à la clientèle pour les centres équestres, c'est une des difficultés dans les centres équestres, c'est que c'est une double clientèle. Hein, le client, normalement, pour tous ceux qui font du commerce, le client, c'est celui qui paye. Nous, celui qui font l'enseignement dans un centre équestre, le client, c'est aussi le gamin qui monte sur le poney. Mais c'est aussi la mère ou les parents qui payent. Donc il faut jouer, il faut bien tenir compte de ces choses. Donc voilà, ça ce sont des particularités qu'on a dans la filière équine au niveau clientèle. Et ensuite, il faut noter le secteur de la filière équine, les chevaux là, on a une mutation très importante depuis 40 ans. 40 ans, c'était déjà, on était passé au niveau agricole et cheval de travail, c'était terminé, quoi, hein. Déjà, c'est-à-dire qu'on était passé au tracteur, au matériel, on est après cette phase-là. Là, je parle bien de la clientèle et du secteur équin pour les cavaliers. Déjà, depuis 40 ans, on est passé du cheval de rapport à l'animal de compagnie. Culturellement, dans le sud de l'Europe, le cheval était un animal de rapport, c'est-à-dire que on le faisait travailler, et puis quand il avait terminé son travail, on mettait au couteau, on mangeait, et puis justement. Aujourd'hui, de plus en plus, le cheval, quand il a fini son travail à 16, 18, 20 ans, eh bien, on veut garder son cheval et on le met en pension retraite. Et aujourd'hui, on le remarque depuis 10, 15 ans, ça c'est une clientèle qui augmente. C'est une clientèle nouvelle, presque. Enfin, peut-être nouvelle pour les gens de mon âge, mais en tout cas, c'est quelque chose qui n'existait pas. Hein, et puis, l'animal devient de plus en plus le cheval devient de plus en plus un animal de compagnie, c'est-à-dire qu'aussi on en mange moins. La filière viande, cheval existe encore, mais c'est une filière où on consomme moins de viande de cheval. Donc, notre rapport au cheval, culturellement, il change. Ce qui peut être des opportunités. Hein. L'équitation aussi change. Hein. Le niveau d'équitation a augmenté depuis 40 ans. On montait différemment il y a 40 ans qu'on monte maintenant. Alors je ne rentre pas trop dans les détails, hein, parce que ça pourrait nous prendre du temps. Au niveau bâtiment et logement du cheval, ça a beaucoup évolué aussi. Hein. On pourrait presque lier les 3 points, bien-être animal, éthologie, bâtiment, voilà. Tout ça, c'est des choses qui ont évolué un petit peu ensemble. Pendant 200 ans, en France, ou 300 ans, on a fait des écuries, c'était le type haras nationaux, comme on connaît tous, avec les bâtiments en pierre, c'était des box, avec un couloir au milieu ou un couloir à bout. On n'a pas tellement changé. Dans les années 90, 2015, 2005, disons de 1985 à 2005, on a changé la façon de faire des écuries parce qu'on l'a mécanisé. Alors là, on a fait des choses un peu plus grandes, et puis parce qu'on ne voulait plus faire les box à la main, et on a trouvé des plans, une façon de les faire différemment. Et depuis 2005, surtout depuis 2010-2015, l'éthologie nous a complètement fait changer aussi la façon de faire des bâtiments et la façon de loger des choses. Donc ça, c'est vraiment à prendre en compte, parce que aujourd'hui, toute la clientèle fait très attention au bien-être animal, et de toute façon, il y a des lois et des règlements pour le bien-être animal, et l'éthologie nous a structuré tout ça de façon un peu plus scientifique que simplement faire un petit peu différemment comme on le sentait. Mais ça voudrait dire que quand on aura des projets de transformation dans un projet d'installation, il faut faire bien attention à faire le projet et le bâtiment de demain, pas celui d'hier. Parce que quelquefois, on voit des jeunes qui arrivent à 25 ans et qui nous font un plan de bâtiment comme on l'a envoyé il y a 40 ans. Et ensuite, eh bien, la clientèle et les filières, eh bien, on a une multiplicité de pratiquer l'équitation et de se servir du cheval et de vivre avec le cheval. Alors là, je vous ai mis quelques petits exemples d'activités, équithérapie, l'équifine, le pony game, le horseball, le tir à l'arc, la voltige, le trek, le western. Et là-dedans, bien sûr, il y a le saut d'obstacle, je vais vous parler de de dressage, d'attelage, des choses beaucoup plus classiques qu'on connaissait. Et tout ça, et vraiment, la liste est longue.
dans la façon de faire s'occuper du cheval. Un point que je tenais à citer, que je ne vais pas trop détailler, mais le cheval aussi a une fonction sociale importante, en termes dans le lien social, dans le rapport à la nature, vers le retour au réel aussi. On est dans des sociétés qui sont de plus en plus urbaines, et des jeunes enfants qui sont de plus en plus sur les écrans, avec des parents qui sont de moins en moins rigides, de plus en plus à l'écoute et à la compréhension. Les animaux et les chevaux, les poneys, ça remet quelquefois les choses en ligne, et dans l'éducation, ça peut avoir des utilités. Voilà. Donc, vous voyez, ça, c'est dans ce contexte-là que l'installation, la reprise, la création d'une entreprise tout ça va être à prendre en compte. Et rien n'est négligeable. Autre chose, donc, l'installation, là, on revient plus sur l'idée de projet, de construction d'un projet. Bon. Donc, ça commence toujours par une envie. L'envie qui se précise avec un petit peu comment je sens, comment j'ai envie, etc. Ça devient un projet. Et ensuite, il y a un parcours à l'installation à faire. C'est-à-dire que pour ensuite créer une entreprise, c'est vraiment quelque chose qui se fait dans le temps. Alors, ce qu'on peut remarquer, c'est que des envies de vivre, de créer une entreprise, de s'installer, il y en a beaucoup. Vraiment, il y a beaucoup de gens qui ont envie de vivre de ce métier, de se rapprocher du cheval. De fait, on a un grand nombre de projets. Par contre, il faut quand même le dire, on a beaucoup moins de réalisations. C'est pas créer une entreprise autour du cheval, c'est pas simple du tout. Ça a des coûts, ça a des difficultés techniques, etc. Et puis ensuite, donc, beaucoup d'envie, peu de réalisations. Et par contre, il y a des entreprises rentables, durablement, là, il y en a encore beaucoup moins. C'est pas un secteur facile. Celui qui veut venir s'installer dans la filière équine, il faut qu'il sache au départ que quand il vient pas faire quelque chose de facile. Par exemple, moi, en Charente-Maritime, pendant des années, j'avais plus de 80 nouveaux contacts par an pour un projet. Aujourd'hui, ça a baissé, je suis plutôt encore à 50, 60, rien que sur le département de la Charente-Maritime. Le département de la Charente-Maritime est un département où il y a énormément de pratiquants. On est deuxième pratiquant par habitant. Mais sur ces 50 nouveaux contacts que j'ai vus à peu près en 2002-2003, il y a eu moins de 15 projets qui se sont faits. Et il y en a plus d'un qui pédale. C'est-à-dire que la rentabilité, c'est faible. Alors, pour être un peu plus précis, ce que j'appelle une entreprise rentable, c'est une entreprise qui fait vivre le chef d'entreprise et qui en plus a suffisamment de trésorerie ensuite pour se développer un peu ou pour continuer à faire quelques petits projets. Ça, il n'y en a pas tant que ça. Voilà. Donc, pour en venir, c'est pas facile. Donc, une installation, ça se prépare. Il faut tout mettre les chances de son côté, parce que si on se loupe au départ, après, on va traîner des soucis, des problèmes, et pendant des années. Voilà. Donc pour ça, clairement, il faut savoir clairement ce qu'on veut, mais même si on sait clairement ce qu'on veut, il faut se faire conseiller, en repenser, en reparler avec beaucoup. Alors, demander des avis, c'est pas forcément à des spécialistes, c'est à d'autres chefs d'entreprise, à d'autres gens qui tournent, simplement à d'autres amateurs, à d'autres personnes. Alors bien sûr, vous trouverez des conseils et des spécialistes, mais il ne faut pas avoir peur de se former, de repenser et de se remettre en question, voilà, et se faire accompagner. Souvent, l'installation, c'est l'affaire d'une vie. Alors, quand on s'installe et que ça fonctionne, on pourra un jour vendre son entreprise et peut-être en recréer une autre ailleurs. Mais si on s'installe et qu'on se loupe, on n'aura pas l'occasion d'en recréer une autre ailleurs et on va peut-être traîner un boulet pendant longtemps. Donc, alors, c'est pas spécifique à la filière équine. Quiconque crée une entreprise, ça crée des investissements, c'est souvent des grosses sommes d'argent. Il faut quand même faire attention aux dégâts. Malgré tout, la filière équine, ou les filières équines, ont quand même de vrais atouts. C'est cette passion. Quelqu'un qui vient s'installer dans un endroit où il a sa passion, il se fait plaisir tous les jours. Même si le jeu de l'entreprise, c'est quand même du travail. Mais le fait d'être la passion, ça donne des ressources, et ça donne de l'énergie
que quand on travaille dans quelque chose qui ne nous plaît pas, ben, on est plutôt mou. Alors que quand on travaille dans quelque chose où on est vraiment passionné, donc la passion, c'est un vrai moteur. Même quand c'est difficile, peut-être même surtout quand c'est difficile. Ensuite, c'est la diversité. Vous avez vu cette multiplicité de filières. D'abord, c'est beaucoup de secteurs très organisés. Hein. La filière obstacle est très organisée, la filière course est très organisée. Au niveau élevage, au niveau voilà, centre équestre, il y a beaucoup d'appui on peut trouver. Et puis, ce sont autant d'opportunités. D'accord? Nombreuses filières. Voilà. Et les mutations aussi, hein, on a dit que le secteur était en mutation. Toutes ces nouvelles choses qui sortent, ce sont aussi des opportunités. Hein? Voilà. Donc, et en plus, très important, de plus en plus d'offres de reprise d'entreprise. La plupart des gens, quand ils pensent s'installer, ils pensent créer une entreprise. Parce que on veut la créer comme on la rêve. Non? Puisque c'est notre passion. Eh bien, il faut savoir que dans un secteur qui est assez difficile et qui est plutôt un peu en déclin, notamment si on veut faire de la pension et du centre équestre, qui est quand même la majorité des projets, eh bien, reprendre une entreprise qui existe, c'est plus facile parce qu'on va le site est identifié, on va repartir beaucoup plus vite on va trouver de la clientèle plus facilement, on aura déjà des installations, voilà. Forcément pas les installations qu'on rêve, pas forcément qui sont comme on les voit nous, mais quand même, les reprises, c'est bien plus facile de reprendre que de créer toute pièce. Et avec une reprise, on lève aussi une problématique de fond, c'est le permis de construire. Celui qui veut créer toute pièce, il faut avoir le permis de construire. Et l'urbanisme est un vrai souci. Donc, de plus en plus de reprises, ça c'est un vrai atout. Par contre, il y a des choses qui sont compliquées. Ben, c'est ce fameux marché, le marché se réduit, la clientèle se baisse. Alors, ça dépend. En France, c'est peut-être 1,5%, 2%, 3% par an qui baisse. Mais certains départements, c'est 8%, 10% de clientèle en moins. Donc, voilà, ça c'est vraiment à prendre en compte. Ensuite, je dis une clientèle difficile. Oui, c'est vrai. Les gens de chevaux, notamment les gens qui mettent des chevaux en pension, quand ils mettent leur cheval en pension, ben, ils mettent leur bébé en pension parce qu'ils sont passionnés, ils adorent leur cheval. Donc, c'est une clientèle assez exigeante. Ce qui est compliqué, c'est de trouver un site et l'accès au foncier. Voilà. Et clairement, c'est une des premières raisons pour lesquelles les projets ne se font pas. Les gens, ils veulent s'installer, mais ils ne trouvent pas un terrain suffisamment grand, où ils ne trouvent pas de bâtiment déjà, etc. Et puis quand il y en a un qui se libère, parce qu'un agriculteur part à la retraite par exemple, et il y a un site d'exploitation qui serait valable pour faire les chevaux, et bien on n'est pas tout seul sur le coup. C'est pas. Voilà. Donc, tout ça ensuite, c'est un métier multicompétences, hein, comme à l'agriculture. C'est un métier agricole, même si les gens de la filière ne sont pas toujours agriculteurs. C'est très ressemblant à l'agriculture, donc il faut savoir faire de l'alimentation, savoir s'occuper des animaux, savoir s'occuper du matériel, gérer beaucoup de choses. Il y a beaucoup de compétences à avoir. Pas seulement s'occuper du cheval ou monter à cheval. Et c'est aussi un métier en termes de compétences, c'est la gestion d'entreprise. Celui qui a une entreprise, il faut qu'il soit un gestionnaire. Donc avec les relations avec les partenaires, que ce soit les banquiers, les comptables, etc. Et il y a de la concurrence. Alors, selon le territoire en France, selon où on est, il y a plus ou moins de concurrence. Si vous allez dans le Gers, vous avez moins de concurrence que si vous êtes en périurbain autour de Bordeaux ou de Lyon, ou si vous êtes en Charente-Maritime, qui est un département. Mais la concurrence, c'est à prendre en compte. Généralement, quand il y a beaucoup de concurrence, il y a aussi beaucoup d'activités. Et bon, mais ça compense pas tout. Quand il y a beaucoup de concurrence, les prix sont généralement plus bas que quand il y en a moins. Et l'urbanisme. L'accès au permis de construire est souvent très compliqué. Plus vous êtes près de la côte, de la mer, en général, plus c'est compliqué. Mais aujourd'hui, un peu partout en France, avoir des permis de construire, c'est pas très facile. Même si le photovoltaïsme nous aide bien, notamment pour faire les manèges et les écuries. Et ensuite, comme partout, et comme partout en agriculture notamment, il y a beaucoup de réglementations.
Et là, il faut s'y coller. Et c'est là que se faire accompagner est vraiment indispensable. D'accord? Donc, de vrais atouts pour la filière, mais quand même, ça se fait pas tout seul. Il y a vraiment beaucoup de choses à travailler avant de créer ou de reprendre une entreprise. Je reste sur cette notion de projet. Alors, beaucoup de points à voir pour un projet, hein, quand on veut créer une entreprise et même quand on veut la gérer. Il y a toute la partie sociale. Alors, nous, généralement, dans la filière équine, presque 90% de la filière équine est agricole. Donc, vous serez MSA, plutôt que régime général, mais pas toujours. Donc, il faut faire attention. Le juridique, c'est savoir déjà si je fais une production agricole ou pas. C'est ça qui va me ramener du côté agricole. Alors, dans la filière équine, il y a beaucoup d'activités qui sont agricoles, il y en a quelques-unes qui ne le sont pas. Ensuite, le juridique, ce sera aussi faire le choix. Est-ce que je fais une entreprise individuelle? Est-ce que je fais une société? Quel type de société, etc. Toute la partie réglementaire, eh bien, vous avez des affichages, il y a des diplômes obligatoires si vous voulez faire de l'enseignement, il y a la mise aux normes des bâtiments, les fumières doivent être des normes, tout un tas de réglementaires autour. Le fiscal, alors le fiscal, vous aurez des choix à faire. Est-ce que juste autour de la TVA forfaitaire, TVA normal, autour du régime fiscal, micro-BA, BA, régime normal, etc. Donc tout ça, c'est à voir. Et puis, bien sûr, il y a l'économique. Est-ce que ça passe? Est-ce que ça passe pas? Comment est-ce que je gère? Quels choix je fais? Quels investissements? Et bien sûr, il y a les ressources humaines. Hein. Quelle main-d'œuvre j'ai en disponibilité? Moi, bien sûr, celui qui arrive, mais mon conjoint, des amis, les parents. Est-ce que j'ai des enfants? Est-ce que mes enfants vont prendre du temps? Est-ce que c'est portable en termes de volume de travail? Tout ça, il faut faire très attention à ça. En fait, généralement, on commence par travailler sur l'économie, c'est-à-dire faire ses choix. Qu'est-ce que je veux faire comme activité? Est-ce que je suis avant tout cavalier et que je veux faire... donc moi, je viens dans la filière pour être cavalier, donc je veux monter en concours. Ou est-ce que je veux... ma passion, c'est vraiment l'enseignement. Je veux d'abord faire de l'enseignement. Alors, celui qui veut être cavalier, il va peut-être monter un centre équestre, il va faire l'enseignement pour faire fonctionner la maison et faire rentrer de l'argent, mais il fera attention à avoir des chevaux pour aller en concours. Celui qui a la passion des leçons, eh ben, il va quand même faire un peu de commerce, préparer quelques chevaux pour les vendre à des clients, etc. Donc, tout ça est à prendre en compte pour avoir une stratégie. Hein, une entreprise, une stratégie. Et ensuite, on le chiffre. Il faut faire une étude prévisionnelle. On reviendra sur cette histoire d'étude prévisionnelle, qui est un point quand même très important. Voilà, on fait l'économique. Et ensuite, on voit au niveau humain, est-ce qu'on va être en mesure de le faire fonctionner? Est-ce qu'on aura assez de mains, de bras, de temps et d'organisation? Et la partie fiscale, la partie sociale, la partie juridique, c'est un peu de la cuisine. Hein, qui passerait par des juristes, par des conseils de gestion, etc. Et le réglementaire, c'est du conseil aussi. Les nerfs de la guerre, là où se font les décisions, c'est quand on travaille sur l'économique et sur les ressources humaines. Voilà. Donc, je reviens à cette notion de parcours. Hein? Vous avez vu, il y a beaucoup de choses à voir. C'est assez complexe, il y a beaucoup d'opportunités, donc c'est beaucoup de choix possibles. Il faut prendre le temps de le faire et de le faire bien. La première démarche à faire, c'est de faire le point sur son projet. Donc, le premier organisme à aller voir, c'est le point accueil-installation. Hein? Le point accueil-installation, c'est généralement, il y en a un par département, c'est généralement piloté par les chambres d'agriculture. Quelquefois, ça peut être par le syndicat des jeunes agriculteurs, quelquefois, ça peut être un peu différent, mais dans 90% des cas, en France, le point accueil-installation, il est géré par les chambres d'agriculture. Voilà. Déjà, ceux qui vont avoir un projet, ils vont avoir beaucoup d'informations au niveau réglementaire, juridique, fiscal, beaucoup de choses, et sur le parcours et sur comment construire son projet. Alors, vous voyez, j'ai mis un petit peu au milieu tout ce qu'il peut y avoir à voir. Alors, déjà, des formations. C'est pas parce que quand on arrive à la filière, qu'on connaît les chevaux, qu'on aime ça, qu'on monte à cheval depuis longtemps, quelquefois, on peut avoir besoin de formations complémentaires. Bien sûr, il faudra avoir son statut juridique, il faudra identifier sa clientèle, hein, parce que selon le projet qu'on va faire, on va pas
on va pas essayer de s'intéresser à la même clientèle. Il faut trouver un lieu, trouver un site. Ça, c'est déjà un souci. Mais le site va déterminer beaucoup de choses. C'est quelquefois le site qui va déterminer une bonne partie de la clientèle et la façon de fonctionner et l'organisation. Et notamment, le site va déterminer beaucoup les investissements. D'accord? Et ensuite, il faut commencer à s'attaquer à son étude prévisionnelle, faire les devis pour les investissements qu'on a à faire, puis faire de la recherche de financement. D'accord? Alors le financement, ça peut être les banques, mais pas forcément. Alors là, il faudra, notamment si on achète de la terre, il y a des organismes de portage avec les SAFER, voilà, il y a différentes façons de faire les financements. Mais on pense toujours à la banque. Dans les projets équins, les banques, c'est pas là qu'elles sont les plus partantes. Moi, en Charente-Maritime, depuis 5 ans, il y a 2 projets qui ont été financés par des banques, aucune banque de Charente-Maritime. Et à chaque fois, ils sont passés par des courtiers qui ont vu plus de 15 banques avant d'en trouver qui va bien fonctionner. Les banquiers ne sont pas très accrochés pour les projets. Voilà. Et ensuite, on choisit sa forme juridique. Tout ça. Voilà. Quand on a bien travaillé tout ça, là, on peut s'installer. Donc la dernière démarche, qui est la vraie création, hein, là vraiment on crée, il faut aller s'inscrire sur le site de l'INPI. Et là, c'est un site sur Internet. Alors quelquefois, on peut vous faire aider aussi, parce qu'il n'est pas très appétissant, ce site. Il est incontournable. Et c'est à partir du moment où vous serez inscrit à l'INPI vous allez avoir un numéro de SIRET. Vous allez pouvoir demander dans les DDT ou les DDTM le numéro package pour avoir les numéros agricoles. Et là, l'entreprise existera effectivement. D'accord? C'est la dernière chose à faire. Enfin, c'est la dernière étape de la préparation, mais c'est la première étape de l'existence de l'entreprise. Donc, dans le parcours, je vais parler un peu du parcours de façon un petit peu plus précise. Donc, une des premières choses à faire au niveau de la clientèle, c'est l'étude de marché. Ce qui va se passer, c'est que quand on veut créer ou qu'on veut reprendre l'entreprise, selon où elle est placée, en périurbain ou de façon très rurale, dans un secteur d'élevage ou dans un secteur où il y a de la concurrence, là où est située l'entreprise, ça va beaucoup déterminer votre clientèle. Il faut faire une étude de marché. L'étude de marché, c'est voir où est ma concurrence, quel type d'écurie de pension, quel type de leçons, quel type de prestations sont proposées et à quel prix. Et c'est ça faire son étude de marché. Savoir exactement, et ça va vous déterminer quel type de prestations vous pouvez faire ou quel type de nouvelles prestations vous pouvez proposer, et puis aussi les prix que vous pouvez demander. Ensuite, il faut se lancer sur l'étude prévisionnelle. Alors, faire une étude prévisionnelle, c'est primordial. Alors, il faut d'abord savoir que l'étude prévisionnelle que vous allez faire, elle sera tout le temps fausse. Personne lit dans le mar de café, personne ne sait ce qui va se passer dans 2 ans, 3 ans, les opportunités ou les accidents que vous allez avoir, personne ne peut savoir exactement quelle sera votre entreprise dans 2 ou 3 ans. Mais faire son étude prévisionnelle, ça exige de faire ses choix stratégiques, c'est-à-dire qu'est-ce que je vais faire comme production, combien de chevaux je vais avoir, combien de box, quels investissements, ça oblige de les chiffrer, et ensuite ça oblige à mettre en face quelle rentrée d'argent je vais avoir, quelles prestations, combien je vais pouvoir avoir. Et ensuite, ça oblige de passer toutes les charges de structure, c'est-à-dire combien je vais devoir acheter de fuel tous les ans, quel coût d'assurance je vais avoir tous les ans, quel coût vétérinaire je vais avoir tous les ans, etc. Faire son étude prévisionnelle, ça oblige de passer tous les postes de charge, tous les postes de produits pour essayer de voir comment je peux équilibrer. Donc, ça ne dit pas comment ça va se passer, mais ça permet au moins de mettre en place quelque chose de cohérent économiquement. Alors, vous apparaît ce matin et a présenté le réseau équin.
les références du réseau équin. Là, il y a toute une source de données qui sont très utiles pour créer et pour chiffrer un projet. Donc, en plus des agents, des techniciens qui peuvent vous aider, des conseils de gestion, vous avez aussi tous ces documents-là qui sont très facilement accessibles et qui vont vous être très utiles. Alors le réseau, voilà. Je vous le refais pas le mot sur le réseau. Il a été fait ce matin, mais il faut y penser. Il y a toute la partie réglementaire. Il faut s'assurer de la conformité du projet avec les réglementations en vigueur. Une fumière aux normes, si elle est utile, parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, on loge les chevaux dehors, au pré, donc on n'a pas besoin de fumière. Mais il y a tout un tas de choses à voir. Il y a de l'affichage, c'est-à-dire afficher son diplôme si on fait de l'enseignement, afficher son contrat d'assurance. Voilà. Et puis tout ce qui est sécurité, réception du public, notamment, on est tenu d'avoir des toilettes handicapées quand on est en centre équestre ou en écurie de pension, ce qui n'est pas vrai en élevage. Donc voilà, il y a tout un parcours autour de la réglementation à faire. Et puis ensuite, toutes les formalités inhérentes à l'installation proprement dite. Alors, il faut se déclarer en mairie, bien sûr se déclarer à l'INPI, comme on a dit, puisque c'est ce qui fait la création de l'entreprise. Voilà. Donc, alors, il y a des formalités qui sont strictement obligatoires réglementairement, mais petite formalité, c'est aller parler avec les voisins, essayer de s'entendre, voir un petit peu. Alors, si vous créez une entreprise à côté d'un agriculteur, il va peut-être s'inquiéter des chevaux qui peuvent aller dans ses champs. C'est bien de faire un peu de relations humaines aussi. Je voulais faire un petit mot, dire un petit mot sur deux, trois petites choses. C'est les trois demandes les plus fréquentes quand on vient créer un projet. Les trois raisons. Voilà. Souvent, les gens ils viennent me dire bon, comment je me déclare. Ils ont pas construit leur projet. Ils ont juste une maison avec un pré et un machin. Ils veulent avoir des chevaux. Ils arrivent. Comment je me déclare. Ils n'ont pas commencé à préparer trop le projet, mais c'est une des premières questions. Tout à l'heure, je vous ai décrit tout le parcours à l'installation. À la fin, on se déclare, on a dans l'INPI. Les gens, une des premières questions qu'ils me demandent, souvent, c'est comment je me déclare. Ils commencent par la fin. Après, souvent, le problème, c'est où est-ce que je trouve un terrain, ou une structure. Comment est-ce que je fais pour la trouver? Ce qui est un souci souvent. Alors, on va venir, je vais en parler tout à l'heure. Et ensuite, quelles sont les aides que je peux avoir? Je vais en revenir un petit peu aussi après sur ces histoires. Avant d'apporter quelques réponses à ces trois questions, les trois principales causes de non-installation, c'est le financement. D'abord, je vous l'ai déjà dit, les banquiers sont très frileux. Pour une raison simple, ils ont pris des vrais râteaux. Parce que quand on veut avoir un financement, il faut aller vendre son projet au banquier. Et souvent, les gens passionnés sont des bons vendeurs. C'est pas pour ça que ça fait des bons chefs d'entreprise derrière. Et que ce soit tout le crédit agricole, le crédit mutuel, la banque POC, ils sont tous, à un moment ou à un autre, ils se sont fait bouger par des gens qui étaient vraiment passionnés, qui croyaient dans leur projet, mais qui n'étaient pas des projets si bien construits, ou des gens qui n'étaient pas forcément des si bons chefs d'entreprise que ça. Ce qui fait qu'aujourd'hui, toutes ces grandes banques dont on a vraiment besoin et qui sont très utiles dans beaucoup de secteurs d'activité, elles ont mis un vrai frein sur la partie, sur les projets équestres. C'est pour ça que c'est pas possible. C'est pas pour ça que c'est pas possible. Mais quand même, c'est assez compliqué. Et puis ensuite, l'apport. Globalement, l'entreprise équine moyenne, elle a une rentabilité une rentabilité assez faible pour pas mal de capitaux. C'est comme en agriculture en général. Ce qui fait qu'avoir un apport au début, ça donne beaucoup de ressources pour la mise en place de l'entreprise et aussi pour l'accession aux autres financements. Si vous venez voir un banquier en disant j'ai besoin de 250 000 euros mais j'ai zéro apport, le banquier va vous dire il y a nous qui prenons des risques, vous apportez rien, vous ne prenez pas de risque. Donc, alors que si vous arrivez avec 50 000 ou 100 000 euros, il va vous regarder de façon complètement différente. Donc, le financement, attention à l'apport, c'est important, pas seulement pour avoir l'emprunt, mais aussi pour le fonctionnement dans les années à venir.
Voilà. Trouver un site, ben voilà, ils sont pas si nombreux, les sites, et puis on est rarement tout seul sur le coup. Hein. Ça, c'est une chose. Ce qui fait que là, on a les 3/4 des projets ne se font pas juste pour ces deux raisons-là. Moi, je vois en général, les gens, il n'est pas rare qu'ils mettent 2 ans et demi, 3 ans à trouver le site, à trouver un site. Et il n'est pas forcément dans le secteur qu'ils avaient pensé, et surtout, souvent, ils ne ressemblent pas à ce qu'ils avaient rêvé. Les gens patients et tenaces, ils y arrivent. Pour le site, en tout cas. Et ensuite, une des difficultés, la troisième grande difficulté, c'est réussir à tout mettre en place. Les investissements, les travaux, et tout ça dans des délais corrects. Dans des délais corrects. Parce que quand on achète le site, il faut faire les travaux assez rapidement pour que la clientèle arrive au bon moment, assez vite, pour faire rentrer de l'argent assez vite. Et donc, une fois qu'on a trouvé le site, voilà, il faut quand même que ça avance. D'accord? Et puis, voilà, organisez bien la main-d'œuvre qui peut avoir un coût, etc. Voilà. Donc, voilà les 3 grandes causes. Dans les 3 demandes les plus, c'est comment je me déclare. Hein? Alors, donc, comment je me déclare? Un petit préalable qui est un peu juridique, qui est complètement juridique. C'est est-ce que je suis agricole ou est-ce que je suis pas agricole? C'est-à-dire que si je suis agricole, je vais basculer forcément MSA. Et je vais être ressortissant champ d'agriculture, toutes mes entreprises, tout le reste va en découler. Hein? Alors, les activités principales, parce que souvent, quand on crée une activité équine, c'est pas seulement de l'élevage, c'est rarement seulement de l'élevage ou seulement une écurie de pension ou seulement une écurie de travail ou de débourrage, c'est souvent plusieurs choses. On a souvent un peu d'élevage, un peu de pension. Alors, les activités et les activités principales. Alors, si je fais du dressage, du débourrage, que ce soit mes chevaux ou des chevaux à laitière, ça c'est agricole. Si je fais de l'enseignement ou de la randonnée avec ma cavalerie, ça c'est agricole. En France, l'enseignement de l'équitation est une activité agricole sur le plan juridique et social. C'est pas évident intellectuellement, notamment pour l'Europe, qui Bruxelles ne veut pas en entendre parler, mais en France c'est comme ça. Ce qui est une grande simplification pour nous. Alors l'élevage, forcément, l'élevage c'est agricole, et le travail des chevaux, les miens ou en pension, ça c'est une activité agricole. C'est-à-dire que si vous dressez des chevaux et que vous les emmenez en compétition, et le cavalier pro, que ce soit en concours complet ou en dressage, il est agriculteur juridiquement. Voilà. Le cavalier international, il est agriculteur, il fait une activité agricole. Donc ça, ce sont des activités agricoles. Alors c'est important de le savoir au moment où on va arriver à l'INPI, où on va créer notre entreprise. Par contre, ne sont pas agricoles de l'enseignement sans cavalerie. Hein? Vous n'avez pas de chevaux à vous, donc pas de site. Ça, c'est pas agricole. Ça, c'est pas une activité agricole. Un centre de remise en forme de chevaux. Hein? Il est associé plutôt à des frais vétéo, aux frais vétérinaires, etc. Là aussi, il faudrait voir. Dans certains centres de remise en forme, quand le cheval n'a pas été vraiment malade, il est simplement au repos, il a été au repos, et on recommence à faire un pré-entraînement. Le pré-entraînement, c'est du travail du cheval, c'est agricole. Donc, attention au vocabulaire et comment on l'utilise. Le commerce des chevaux, bien sûr, des chevaux qu'on n'a pas élevés, si c'est des chevaux que vous avez élevés et que vous êtes en train de vendre vos chevaux, forcément, ça c'est agricole, puisque c'est votre production que vous vendez. Mais celui qui achète et qui vend des chevaux, ça ce n'est pas agricole. La pension pure, c'est quand on a des chevaux au box ou au pré. La pension pré, par exemple, n'est pas agricole, parce qu'on ne travaille pas le cheval. On se contente de lui donner à manger, c'est comme du gardiennage. On se contente de lui donner à manger, de l'héberger, de le surveiller. Et puis bien sûr, toute la partie spectacle, ça c'est pas agricole. D'accord? Donc ça, c'est les premières choses à être claires avant de pouvoir, quand on veut savoir où et comment je vais me déclarer. Donc, au moment où vous arrivez à l'INPI pour vous inscrire, il faut être clair au moins sur ces 3 points-là. Juridiquement,
est-ce que je vais faire une entreprise individuelle ou est-ce que je vais faire une société? Et est-ce que je fais une production agricole? D'accord? Socialement, pareil, il faut être chef d'exploitation. Et est-ce que je suis à titre secondaire ou est-ce que je serai agriculteur à titre principal? Parce qu'une entreprise agricole, on a énormément d'entreprises de double activité. Des gens qui ont un métier et qui vont créer un élevage ou qui ont un métier et qui ont déjà quelques choix à eux et qui vont créer une pension. On peut très bien être double actif et s'installer comme ça. Et fiscalement, il faut savoir si est-ce que je vais opter pour être au bénéfice réel agricole ou si est-ce que je vais opter pour être au micro-BA. Ça va être une question de chiffre d'affaires, une question, c'est aussi un choix fiscal, au moins à la création. Et puis la TVA, est-ce que je suis en TVA forfaitaire ou est-ce que je fais une comptabilité de TVA? Là, c'est des choix qu'on doit faire en fonction des investissements à faire, est-ce qu'on peut récupérer la TVA ou pas. Vous serez très facilement aidé sur ça. Il y a plein de conseils de gestion qui peuvent facilement vous aider. Et voilà. Alors là, bon, les organismes pour vous aider, vous avez forcément les chambres d'agriculture. On voit beaucoup de projets, puisque toute l'activité équestre, les 3/4 sont nos ressortissants. Ils viennent dans nos points accueil installation, c'est nous qui appuyons les projets d'installation. Mais aussi dans certains centres de comptabilité. Dans le syndicalisme agricole, il y a des gens qui sont bien calés là-dessus. Et puis le GHN, Groupement Hippique National, équipe aussi fait beaucoup d'appui à la création de centres équestres, essentiellement. D'accord? Si vous n'êtes pas bien clair sur ces trois pôles-là, juridique, social, fiscal, c'est pas la peine d'ouvrir l'IPI, vous pouvez pas remplir. Ensuite, dans les 3 demandes, c'était comment je trouve une infrastructure, comment je trouve un terrain. Alors, un point important, c'est le répertoire départemental de l'installation, le RDI, répertoire départemental de l'installation. C'est un petit organisme qui est piloté par les chambres d'agriculture, qui essaie de mettre en rapport les gens qui ont un site, une ferme à vendre ou à céder, et avec des jeunes qui cherchent une structure. Ça, c'est une possibilité. Généralement, là, vous trouverez un site, une exploitation complète avec beaucoup de surface. Ensuite, bien sûr, il faut faire toutes les collectivités locales, les mairies, les collectivités, le bouche à oreille, savoir aller un peu prendre son bâton de pèlerin et puis tourner un peu, voir les notaires, bien sûr, qui peuvent être au courant de propriétés dans les transmissions, les gens qui ont des propriétés avant, les agences immobilières et les marchands de biens, qui travaillent pas pour rien, mais qui quand même ont une vraie utilité pour trouver les sites, et puis les petites annonces. Alors les petites annonces et les réseaux sociaux. Autre point très important, la SAFER. La SAFER, site d'aménagement foncier, l'établissement rural. Bon, il y en a un dans chaque département. Il y a une SAFER dans chaque département. Et ils sont au courant de tous les transferts de terre. Notamment, si par exemple vous avez une petite propriété chez vous et qu'il vous manquait de surface pour créer votre entreprise, vous pouvez mettre une parcelle en observation à la SAFER. Les parcelles qui sont autour de chez vous, vous les mettez en observation à la SAFER. La SAFER, quand une terre agricole est à vendre, ils sont toujours informés. Et si vous la mettez en observation, ils vous préviendront quand cette terre va être à vendre ou quand cette terre va être transmise ou même mise en fermage. Voilà. Donc, tout ça, ce sont des organismes avec lesquels on peut travailler. Voilà. Et puis surtout, si vous voulez trouver un terrain, une infrastructure, il faut s'en occuper. Il faut être sur le coup tout le temps, pour être un des premiers quand il y en a une structure qui sort, quelqu'un qui part à la retraite ou quelqu'un qui... Troisième demande, parmi les plus fréquentes, c'est quelles aides. Alors là, c'est un peu la bouteille à l'encre. Il faut savoir que la filière équine a droit à toutes les filières agricoles, à toutes les autres, aux mêmes aides que tous les agriculteurs, à condition de rentrer dans le cahier des charges de ces aides-là. Toutes les aides liées à la PAC, notamment, et les aides à l'installation jeunes agriculteurs,
ce sont des aides européennes avec des cahiers des charges européens. Ça veut dire que il va falloir se rapporter à la définition d'agricole de l'Europe. Pour l'Europe, n'est vraiment agricole dans la filière équine que l'élevage, pas les centres équestres et pas les pensions. D'accord? Donc, ça va être un petit peu déjà plus compliqué pour les aides. Alors, les aides à l'installation, eh bien, ça, il faudra voir projet par projet, détail par détail. Je peux pas, c'est assez compliqué, ce serait long de tout détailler là maintenant. Par contre, il faut savoir qu'il existe des choses, notamment les aides PAC, les aides de la politique agricole commune. Les DPV, ce sont les droits à... j'ai oublié. Voilà, les droits de paiement de base. Ça, si vous avez de la terre, si vous avez des prairies, vous avez droit au droit de paiement de base. Et si vous êtes dans certains secteurs, vous avez le droit défavorisé, par exemple, vous avez le droit à une surprime pour les prairies, ou le droit à des mesures agro-environnementales, si on est dans des secteurs un peu défavorisés, comme dans des marais ou sur des fonds de vallée. D'accord? Donc, les aides fiscales et sociales, l'entreprise équine a droit au même que pour les autres, notamment pour les jeunes agriculteurs. Ils ont droit à un abattement fiscal. Ça, mais ça, c'est la France qui les donne, c'est pas l'Europe. Donc, voilà. Alors, il existe d'autres aides, comme les aides PCAE. C'est une aide pour aider au développement de l'agriculture et à la modernisation de l'agriculture. Mais là aussi, il n'y a pas de ligne particulière pour les chevaux et il y a assez peu d'argent, c'est assez difficile de les avoir. Voilà. Donc les aides, clairement, en France, on a beaucoup le réflexe de chercher des aides, ce qui fait sourire un peu pas mal de nos voisins européens et encore plus dans le monde entier. Il n'y en a pas beaucoup d'aides. Voilà. Donc là, et c'est à voir au cas par cas, en fonction de vos projets, de la situation et où vous êtes placé. Voilà, il faudrait voir les conseillers au moment où vous vous installez. Alors, je vous ai beaucoup parlé de vous faire aider. On a parlé des centres de gestion. Là, je vous dis juste un petit mot sur les champs d'agriculture. Il faut savoir que plus de 90% de la filière équine est agricole, au niveau social, fiscal, juridique et réglementaire. Les centres équestres, les écuries de pension, l'élevage. Après, il y a d'autres activités qui peuvent être un petit peu en marge. Moi, par exemple, dans mon département, les pensions pures, les pensions retraite ne sont pas agricoles. J'ai deux grosses structures de pensions de retraite. Une qui a plus de 60 chevaux et une autre qui en a 45. Ils sont pas agricoles et c'est moi, conseiller équin à la Chambre, qui fait du conseil chez eux, parce que forcément, à la CCI, ils connaissent nettement moins. Voilà. Donc, alors, l'avantage des chambres d'agriculture, c'est qu'on a un réseau. Il y en a une par département. On est un peu partout. Il y a 8000 conseillers et vous allez pouvoir vous faire conseiller sur la prairie. Si vous voulez faire de l'orge pour nourrir vos chevaux, vous aurez les conseillers céréales. Et les conseillers bâtiments, et les conseillers... voilà. Et on est habitué à suivre les porteurs de projets. Alors, on n'est pas tout seul. Il y en a qui préfèrent travailler avec leur centre de gestion. Il y en a qui préfèrent parler. Voilà, d'autres conseillers en alimentation. Mais nous, on est assez facile à trouver. En plus, le mieux, c'est souvent de passer par le répertoire à l'installation. Voilà. Donc, pour se faire appuyer, pensez aux chambres. Ça peut être... voilà. Donc, pour terminer, à retenir, que ce soit une création d'entreprise ou que ce soit une reprise, l'installation doit vraiment être bien préparée. L'entreprise équine n'est pas une entreprise très facile à faire fonctionner parce qu'elle demande beaucoup d'investissement avec une rentabilité relativement faible. Ce qu'on remarque en général dans la filière équine depuis 20 ou 30 ans, c'est que celui qui travaille bien, qui est compétent, qui fait le boulot, eh bien, il paye ses charges, il se tire un petit salaire. Ce qui est beaucoup plus compliqué, c'est de payer les investissements. Alors, celui qui vient sans apport, il a intérêt de monter un projet qui soit très dynamique en termes de clientèle et de prestations.
Hein. Et souvent, c'est souvent en faisant de l'événementiel, hein, c'est-à-dire en faisant des concours, en emmenant les gens en balade, en emmenant les gens au bord de la mer, etc., qu'on fait de l'activité le week-end pour payer ses investissements. Donc, voilà. Et il faut faire attention parce que si on se loupe, souvent on peut se retrouver avec des emprunts qui traînent toute sa vie. Alors, c'est sûr que tel que je vous ai décrit le parcours à l'installation, ça peut paraître long, mais toutes les étapes sont importantes pour bien suivre son cours. Ensuite, il y a beaucoup de partenaires qui peuvent vous accompagner, les chambres d'agriculture, mais pas seulement. Et il ne faut pas hésiter à faire marcher le bouche à oreille et à s'en occuper, et à aller voir les gens et à demander. Et il faut être conscient aussi que être chef d'entreprise, ben, c'est tôt le matin, tard le soir, c'est du stress, c'est avoir souvent l'impression qu'on ne va pas y arriver, c'est beaucoup de critiques, parce que tout ce qui entoure, ils vont toujours la ramener. Mais voilà, quand on a vraiment envie de vivre sa passion, ça peut en valoir la peine. Il y a beaucoup de gens qui en sont contents. Et vivre sa passion, il n'y a rien de mieux. Et en plus, si vous êtes ceux qui sont passionnés de chevaux, eh ben, la passion va les porter. Mais il faut quand même bien préparer son coup avant, parce que les embêtements, ils sont devant. Il n'y a pas que la passion et il n'y a pas que monter à cheval. Voilà.